Madame, Monsieur, merci de vous joindre au rendez-vous de votre magazine Le Point. Après l'installation de Denis Kadima à la CENI, est-elle égale à avant ce moment? Une partie de la société civile congolaise en est convaincue et ne jure désormais que par les dialogues politiques comme une voie de sortie à ce qu'ils considèrent comme la consécration d'une crise politique en République démocratique du Congo. Nous recevons Dieudonné Mouchagaloucha sur ce plateau. Vous êtes coordonnateur du panel des experts de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, John. C'est un plaisir d'être reçu toujours par des grands journalistes comme vous et ça nous va droit au cœur, l'invitation. Merci. J'imagine que vous étiez dans la marche du samedi 13 novembre. Non seulement j'étais dans la marche, mais j'ai mobilisé aussi pour la marche. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé? Bon, ce qui nous a personnellement motivé pour la marche du 13, il y a eu beaucoup de convergences par rapport à tout ce qu'il y a comme préoccupation au niveau de la population pour le moment, dans la marche du pays et aussi dans la gouvernance politique actuelle. Et ces éléments-là, du côté de la population, du côté du social, vous trouvez la question liée à l'extorsion sur ce qu'on appelle les rames, si c'est la rame ou les rames, je ne sais pas. Les rames, les registres, voilà. Ouais. Donc il y a cette question-là qui préoccupe beaucoup la population. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement ne veut pas reculer sur ça. Donc il tient mordicus à prendre cet argent. On ne sait pas qui sert à quoi parce que jusque-là, c'était l'argent qui n'est pas tracé. Malheureusement, les élus du peuple, les représentants nationaux qui devraient s'occuper et sanctionner et prouver qu'ils sont en communion avec la population. Ils ont laissé passer cette question, on pensait avoir une sanction suffisante, une sanction positive pour donner un message fort qu'on a écouté la population. Ça n'a pas été fait. Vous avez un élément sur la gratuité de l'enseignement qui a échoué. Nous le disions depuis longtemps quand on avait lancé ça. Puisque nous faisons une lecture quand même objective, nous avons dit la manière dont on vient de lancer la gratuité de l'enseignement, ça ne va pas aboutir parce que ça a été fait sans mesure d'accompagnement, ça a été fait sans prendre beaucoup de précautions, alors que ça devrait être fait par degré, soit degré élémentaire, degré moyen, degré terminal ou tout ça, ou ça devrait être fait par région, par sphère géographique pour dire non, tel millier on peut être en mesure, tel million ne peut pas être en mesure. Ça n'a pas été fait et on a pris seulement l'aspect gratuité sans avoir l'aspect obligation et droit des enfants pour l'éducation. Donc ça devrait échouer. Il y a des gens qui ont marché pour ça. Il y a également la question liée à la manière dont la CENI a été mise en place. Donc on en parlera, je vais donner plus de 10 éléments qui prouve à suffisance qu'on avait la bonne foi, les processus étaient bien lancés de la mise en place de la CENI, mais les choses sont biaisées à la fin et la manière dont ça a été fait, ça produit ce que ça produit maintenant. Et voilà autant d'éléments, mais il y a également, il faut les signaler, cette gouvernance politique actuelle, il y a un grand recul pour nous acteurs de la société civile, un grand recul sur la démocratie. Malheureusement, ça va affecter tous les Congolais parce que c'est notre pays qu'on va mettre sur la liste des pays qui sont en recul sur la démocratie. Ce n'est pas seulement les dirigeants. Quand les dirigeants font des choses qui ne sont pas conformes aux normes, aux principes, aux standards, c'est vrai, c'est d'abord leur image qui sont concernés en premier lieu, mais en voyant déjà la popularité, d'ailleurs c'est le cas pour le moment, la popularité du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de descendre au bas de l'échelle. Félix, que nous Vous avez réalisé des sondages? Oui, non, je le confirme. Il suffit, vous êtes parmi des, je m'excuse de le dire, c'est ça la vérité, parmi les meilleurs, les grands journalistes de la RDC. Quand vous sortez, prenez votre micro, on va vous dire, les gens commencent même à dire, on parlait de Kabila, mais il y a déjà commencé à réclamer Kabila. C'est déjà des éléments alors qu'on disait que Kabila a mal gouverné. Et donc, si on réclame celui qui a mal gouverné par rapport à celui qui est en train de gouverner, c'est-à-dire que lui gouverne maintenant mal plus que l'autre, si on peut voir déjà cette étude comparative ou cette comparaison. Et donc, malheureusement, ceux qui entourent le président de la République n'arrivent pas à lui montrer que la gouvernance qui se fait par défi, la gouvernance qui se fait sans écouter la population, la gouvernance qui se fait sur base de promesses qu'on ne réalise pas, la gouvernance qui se fait sur base de non-respect des textes, sur des tendances de violation des textes, ça frise la dictature et ça affecte négativement l'image du président de la République. Si vous permettez qu'on y entre directement...
Non, par contre, je voudrais que vous puissiez m'expliquer comment vous jugez, parce que vous parlez des reculs de la démocratie, mais la marche du 13 novembre en tant que telle, du point de vue de l'encadrement, que ce soit au niveau de l'hôtel des villes, de l'administration de la province, au niveau même de la police, ça a été quand même exceptionnel. Comment est-ce que vous dites que c'est un recul, alors qu'en d'autres temps, eh bien, on aurait compté des morts? Oui, 3 éléments principaux. D'abord, le premier élément, il faut saluer vraiment en toute objectivité. Vous savez, nous disons la vérité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, j'étais vraiment à le saluer et à lui dire merci et à l'encourager sur cette voie qui peut permettre aux gens de s'exprimer, où il écoute sa population. Ça, c'est un élément positif. Le deuxième élément qui justifie cela, effectivement, c'est ça d'ailleurs l'élément de toile de fond, c'est parce que la marche a été organisée par des organisations de la société civile. Il s'agit du CALCC, qui est des laïcs catholiques, et du Milapro, qui est des laïcs protestants. Donc la manière de l'éducation civique, ce qui prouve d'ailleurs que la société civile reste au-dessus de tout ce qu'on peut considérer. Donc la société civile incarne les valeurs citoyennes et les valeurs républicaines, parce que nous avons fait passer le message qu'il s'agit d'une marche pacifique et on ne veut pas voir les choses être vandalisées. Et nous avons demandé à quiconque veut participer à la marche, qu'il vienne en tant que citoyen congolais, en tant que laïc, mais pas en tant que militant d'un parti politique. Ce qui fait que vous n'avez pas vu des insignes des partis politiques. Ça nous a évité également de l'affrontement entre les militants de tel parti et de tel parti. Voilà l'objet, voilà comment la marche a réussi, parce que c'est une marche qui a été organisée par des organisations de la société civile et basée sur des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines, et le message était bien passé. Mais je voudrais fait, le dernier élément, c'est-à-dire que la marche, c'est une expression de ce qui ne marche pas. Donc, si les choses marchaient très bien, on n'arriverait pas à cette marche. Mais voilà. Si les choses ne marchaient pas bien non plus, eh bien, il n'y aurait pas de marche, hein, quelque part. Oui. Mais voilà, je voudrais vous prendre mon mot. Et féliciter également la police, le général Kassongo, vraiment, toutes nos félicitations à la police. Ceux qui ont la société civile, ce sont les vrais défenseurs du peuple. Ne faites jamais du mal aux acteurs de la société civile, parce qu'ils portent votre combat. Et félicitations au général Kassongo et à toute la police de Kinshasa. Il m'a semblé avoir aperçu 1 ou 2 drapeaux de la Mouka. C'était quand même difficile de pouvoir contrôler tout dans cette marée humaine, disons-le comme ça. La police a identifié 4000 personnes. Mais cela dit, au-delà même du drapeau, mais il y avait une forme de récupération de cette marche par les acteurs politiques à la fin. On a vu les membres du PPRD ou du FCC qui ont embrayé et avaient aussi un discours qui était quand même en marge du vôtre. Oui, j'ai une réponse simple. D'abord, je ne pense pas qu'on était 4000, je ne sais pas où est-ce que le général Kassongo a tiré ces chiffres, mais on était des millions, on était plus que ça, on était vraiment, je crois que Nit était la pluie, d'ailleurs vous avez vu qu'il y avait la pluie, mais les gens ont bravé la pluie pour dire non, nous devons nous exprimer, et donc félicitations à la population quinoise de cette expression qu'ils ont montrée en solidarité avec la société civile, spécialement les CALCC et le Milapro. Alors s'agissant des drapeaux ou des gens de la Mouka ou de la récupération, je ne pense pas que, puisque si c'était la Mouga qui organisait la marche, peut-être que les militants de l'IDP, peut-être que les militants du FCC n'allaient pas venir. Mais je viens de vous le dire, et permettez que je puisse paraphraser un homme politique de ce pays que j'ai suivi dans un média, Lambert Mende Omalanga. Il a dit, je suis ce que je suis, mais je reste croyant catholique, j'irai à la messe. Et donc, les gens qui sont venus, qu'ils soient de la Mouka, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient de tel autre parti ou ensemble, ils sont d'abord des chrétiens. Et c'est comme ça qu'ils sont venus répondre à ça. Ils sont venus non pas comme FCC, mais ils sont venus comme chrétiens, comme croyants d'une telle ou telle église, soit catholique ou protestant. Et c'est comme ça qu'au niveau de l'église, on ne fait pas les choix pour dire non, et Fayoul, vous êtes de la Mouka, vous ne pouvez pas venir à l'église. Donc à l'église, on prend tout le monde et c'est comme ça qu'on a lancé le message pour que les gens viennent.
Par contre, vous savez que Fayoul et Mouzito n'ont pas été là. Non, ce qui prouve qu'à suffisance que ce n'était pas une marche de la Mouka, puisqu'il n'y a pas une marche de la Mouka, et le Fayoul et le Mouzito, où vous ne les avez jamais vus être au front et même en avance. Non, quelque part, bon, ils avaient leur justification. Bon, toujours est-il que il est donné à constater qu'il y a aujourd'hui une conjonction entre le CALCC, donc l'Église catholique, l'Église protestante, le FCC, la Mouka, et peut-être ensemble, on est en train d'attendre pour voir d'ici là, ensemble clarifier sa position. On peut dire que c'est la nouvelle configuration de l'opposition. Non, je ne pense pas qu'il y ait une conjonction. Par contre, au regard des éléments que je venais d'évoquer, qui constituent l'actualité du moment, je crois qu'il y a une convergence parallèle, comme disait Laurent Mosengo Passigna. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, que leurs intérêts ou leurs combats ou leur idéologie cadrent avec leurs objectifs. Les autres trouvent également qu'il y a ça. Alors les gens peuvent marcher ensemble, et ce qui a été le cas me dire qu'il y a conjonction, que les uns vont se transformer aux autres, je ne pense pas. La Mouka, je ne vais pas parler au nom des politiciens, ils restent dans leur ligne de conduite, FCC, Union Sacrée, les autres, et nous de la société civile, nous restons dans notre ligne de conduite où nous disons ce qui nous intéresse, c'est la bonne gouvernance, ce qui nous intéresse, c'est le respect des droits humains, ce qui nous intéresse, c'est l'avancement de la démocratie, sa consolidation, mais également stimuler aux dirigeants de pouvoir répondre aux besoins de la population. Et les partis politiques visent le pouvoir, visent ceci ou cela, mais nous avons notre ligne de conduite où nous ne sommes pas des anti-pouvoirs, mais nous sommes un contrepoids du pouvoir pour le permettre d'arranger mieux la situation. Le CALCC a marché, donc l'Église catholique, pour dénoncer l'absence de la gratuité de l'enseignement, ou sinon pour dire que la gratuité de l'enseignement a échoué. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que l'Église catholique a une attitude sibylline par rapport à cette gratuité? Elle a été aux premières loges aujourd'hui pour attaquer ou pour affaiblir cette disposition constitutionnelle, pour qu'elle ne soit pas mise en œuvre. Certains affirmaient même que la gratuité de l'enseignement gêne l'Église catholique parce qu'elle est gestionnaire d'un certain nombre d'écoles. Aujourd'hui, on a vu un communiqué d'une des écoles catholiques qui a fixé ses frais à 600 000 francs. Là, on est à l'école primaire aux humanités. Bon, je ne suis ni mandataire de CALCC, je dois d'abord dire cela, ni mandataire de l'Église catholique, donc je ne peux pas parler au nom de Tata Cardinal. Je n'ai pas ces prérogatives-là, ni ces mandats, ni même ces prétentions de dire non plus pour le compte de CALCC qui est dirigé par Maître Jean Bosco Lalo. Mais je parle comme acteur de la société civile, comme tout citoyen congolais, oui. Et il y a des éléments qui sont quand même remarquables. Quand on a annoncé la gratuité, je le disais, on n'a pas pris de mesures d'accompagnement de cette gratuité-là. Mais également, la manière dont l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire a commencé il est venu avec, comme on dit, la manière dont il est en train de diriger, dont il est en train de conduire ce ministre, prouvait à suffisance. Il ne pouvait pas faire un bras de fer avec non seulement l'Église, mais avec les enseignants et avec tous les systèmes éducatifs. Mais c'est lui les représentants de l'État, vous savez. Oui, c'est lui les représentants de l'État, mais il doit voir la vérité en face. Et en voyant, en décryptant la vérité en face, il doit dire non, par rapport à ça, j'ai fait comment. Sinon, avec ce qu'il a fait comme mesure qu'il était en train de prendre, il a failli faire rater l'année scolaire tout entière et aux enfants et aux parents. Heureusement qu'il s'est ressaisi dans les négociations, je crois, d'Embola ou ailleurs, que les choses maintenant sont rentrées sur les rails. Mais je pense que la manière dont il s'était pris par rapport à l'Église catholique et aux enseignants et aux autres, ne voyant pas déjà qu'il y avait un échec de cette gratuité qu'on voulait faire comme marchandage politique, c'était clair qu'il allait échouer, mais heureusement qu'il s'est ressaisi. Pourtant, Maître Tony Mwamba, qui est un professeur également, cadre, un avocat formé, il avait mal commencé, mais il commence à se ressaisir. Espérons que ça va marcher. Mais il ne pouvait pas croire que tout en représentant
les gouvernements ou l'État congolais dans ces domaines, il pouvait faire un bras de fer avec les partenaires, voilà, avec d'autres partenaires éducatifs. C'était clair qu'il allait échouer, mais comme ils sont en train de se ressaisir, bon, espérons que ça va aller. Oui, vous avez dit aussi que la marche avait été motivée par les problèmes de gouvernance du régime actuel. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de comparer l'incomparable? Kabila, 18 ans, Mobutu, 32 ans, Félix, 2 ans. Non, vous savez, quand les dirigeants, quand les chefs, quand les gens font la campagne, surtout présidentielle, ils ont un programme, ils ont ce qu'ils annoncent à la population, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous trouvez que tout ce qu'on a donné comme promesse, en tout cas si on peut les lister, ce qu'on a donné comme promesse, c'est toujours des promesses. Malheureusement, jusque-là, on ne voit pas vraiment, on ne sent pas ce qu'on devrait. On avait investi, et moi personnellement, d'ailleurs le panel des experts, nous avons pris cause-effet. Pour les chefs de l'État, quand il a prêté serment, nous savions que c'est quelqu'un qui vient d'un parti politique de l'opposition, d'un parti politique qui prône la démocratie. Et les gens oublient, pas d'ailleurs les gens oublient, mais l'autre élément qui était positif et qui continue à nous faire croire que les choses vont changer, parce que notre objectif, c'est d'aider les dirigeants, les gouvernants à changer les choses. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas le fils de n'importe qui dans ce pays. Il est le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui prônait vraiment la démocratie, qui prenait le respect des textes, qui prenait l'amélioration du mieux-être de la population et qui était prêt à se sacrifier pour le compte du peuple. Et d'ailleurs, c'est là où le peuple d'abord vient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de subir? Ce qu'on voit, c'est vraiment l'image que nous avions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il était encore à l'IDPS, et l'image que son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo commence à montrer à la population, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais je ne sais pas si c'est par rapport à quel élément vous jugez ça. J'aimerais aussi que vous gardiez à l'esprit que jusqu'à ce qu'il s'émancipe, entre guillemets, du joug kabiliste, il avait pratiquement les mains liées, et depuis lors, il y a des avancées notables. Non, je pense, John, vous vivez dans ce pays et à Kinshasa. Et on peut décrypter, on peut parler, la période où il y avait la coalition, comme citoyen congolais qui observe, la période où il y avait la coalition FCC Cash, je crois, et la période où il y a l'Union sacrée pour le moment, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Les salaires déjà ont changé, la sécurité à l'Est a été améliorée. D'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra avant de parler de l'état de siège. La situation s'est aggravée de plus en plus. Vous avez suivi les députés de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne parle pas dans l'abstrait, je ne parle pas des émotions, je ne parle pas de mes sentiments personnels. Vous avez suivi les députés, les élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri qui s'opposent à la prorogation de l'état de siège. Et là encore... Mais on a compris qu'il y a beaucoup d'affairisme là-dedans aussi. Oui, mais on devrait prendre en compte tous ces éléments-là. Et même un élément aussi sur le plan du fonctionnement de l'état de siège, on proroge mais la loi de la programmation, la loi qui devait gérer la loi. On n'a jamais adopté une loi sur ça. Qu'est-ce qui manque? C'est un élément quand même aussi sur lequel il faut se baser. Mais la gratuité de l'enseignement, à l'époque de la coalition FCC cache, à l'époque de l'Union sacrée, qu'est-ce qui a changé? D'ailleurs, les choses deviennent de plus en plus graves. En termes d'accès aux soins de santé, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à l'énergie, en termes de paiement des salaires, je me rappelle bien que nous tous, nous avons des gens qui sont des fonctionnaires de l'État. Les gens étaient payés d'ailleurs au 15 et au 25, mais depuis un certain temps, les gens commencent à voir les salaires le 42e jour du mois, c'est-à-dire le mois se termine, on paye 2 semaines après. C'est de l'amélioration de... Est-ce qu'on a amélioré ou on a régressé? Je pense sur base de ces indicateurs-là, on constate clairement qu'on a régressé. On parle qu'il y a des réserves d'échange à la Banque centrale, mais on ne les sent pas. On parle déjà que les banques ne veulent plus payer les gens parce qu'il y a un gap qu'on a atteint, qu'on n'arrive pas à couvrir. C'est un élément sur lequel, un élément palpable. Je ne suis pas en train de parler des choses qui n'existent pas. Et donc, voilà autant d'éléments qui prouvent à suffisance que les choses ne marchent pas et qu'on est en train de régresser au lieu d'avancer. Et puis, quand vous prenez, vous devez diriger. On ne se plaint pas, on vient au pouvoir pour régler des problèmes. Tu ne viens pas au pouvoir parce que tel a fait du mal,
parce que tel n'a pas été en mesure de le faire. Et donc finalement, la gouvernance qu'on décriait de Kabila devient maintenant une référence. Je me pose la question, est-ce que celle-là devient une référence pour qu'on améliore pas? Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que vous avez évoqué là est d'abord aussi une question de moyens, une question d'argent. Et là, dans l'exercice budgétaire qui est finissant, on sait que le régime actuel n'avait pas suffisamment de marge. Il a fallu ce travail que l'IGF est en train de faire, et vous êtes sans savoir aussi que le Premier ministre a présenté son budget. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission mardi 16 novembre, si je ne me trompe pas. Le budget a été présenté le lundi 15 novembre, et ces budgets, 10 milliards de dollars, prévoient notamment toutes ces actions à impact social au niveau de 145 territoires que compte le pays, et donc au niveau du pays entier. Tout ce que vous demandez là ne pouvait pas être fait sans les moyens. Et je pense qu'il y a même un débat au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les moyens à allouer à l'armée. Il faut davantage de l'argent, un peu plus de 3% qui sont actuellement alloués à l'armée. Donc vous comprenez que ça ne pouvait pas se faire avec un coup de baguette magique. Oui. Encore là une fois, 3 éléments. D'abord, l'IGF. On nous parle de tout ce que les matraquages de l'IGF, la médiatisation et tout. Est-ce qu'il y a un Congolais, un seul Congolais? Je mets quiconque au défi. Qui peut me dire l'argent que l'IGF arrive entre guillemets, à recouvrer sur base de tout ce qu'il fait comme action, va où et sert à quoi? Qui peut me donner un seul élément pour dire non? D'ailleurs, qu'on nous donne le montant exact. C'est ce qu'on devrait dire. On dit non, depuis que l'IGF a commencé l'action, on a déjà eu à recouvrer, on a déjà eu à préserver la fuite de 100 millions de dollars ou de 50 millions de dollars ou même de 1000 dollars. Qu'on nous donne le montant exact que l'IGF a déjà eu à faire entrer dans les caisses de l'État, et ce montant a servi à quoi? Mais il y a l'inspection de la Cour des comptes plutôt pour cela, ou bien la Cour des comptes qui est aussi liée à l'Assemblée nationale, qui peut à ce moment-là activer. Donc ça veut dire finalement, effectivement vous me donnez raison, ça veut dire que le travail de l'IGF c'est un travail de marchandage? Non, je dis que peut-être vous n'avez pas eu cette information, que vous pouvez vous adresser à la Cour des comptes. Non, nous suivons les informations, mais ici nous parlons de l'IGF. Oui. Tout ce qu'il fait comme matraquage, tout ce qu'il fait comme chasse aux sorciers, qu'il arrive à produire un rapport. Nous sommes la seule organisation de la société civile qui a déjà écrit sur l'IGF, effectivement, tout en reconnaissant le travail qu'il est en train de faire, mais c'est un travail de paille, c'est un travail qui n'apporte rien en termes de l'amélioration des vécus quotidiens de la population. Qu'on nous dise qu'il a déjà eu à préserver la République de la fuite ou des manques ou de lutte contre la corruption ou de tout ce qu'il peut faire entrer à la caisse de l'État d'un montant X, et que ce montant X a servi à telle activité, 1, 2, 3, 4, qu'on nous le dise. Mais jusqu'à présent, je suis sûr et certain, votre émission est grandement suivie, que les gens de l'IGF qui vont suivre cette émission viennent la fois prochaine ici, devant ce plateau, pour dire voilà, la société civile a dit ceci, mais nous avons déjà eu à recouvrer ou à faire gagner à la République autant un montant X, Y, et ce montant a servi à A, B, C, D, E. Qu'on nous le dise à ce moment, on va le croire. Et maintenant, parallèlement à ça de l'IGF, parlons maintenant du budget. Vous avez suivi comment est-ce qu'à la présidence de la République, on a connu un dépassement budgétaire de plus de 100%. Plus de 100% à la présidence de la République, alors que c'est l'institution qui est appelée à être modèle dans la gestion. Si déjà au niveau de l'institution président de la République, on arrive à un dépassement budgétaire de plus de 100%. Au niveau de la primature... Vous connaissez la réponse de l'IGF quant à ça? Non, effectivement, la réponse de l'IGF, est-ce que l'IGF a déjà audité pour nous donner les éléments? Il va aller auditer ailleurs, mais il devrait faire le modèle. Et j'insiste en le disant que si au niveau de la première institution, la suprême institution de notre pays n'arrive pas à donner le modèle de gestion, n'arrive pas à impulser la bonne gouvernance, n'arrive pas à être gestionnaire modèle, n'arrive pas à faire l'orthodoxie dans les finances,
comment vous voulez que ceux qui sont en bas je ne veux pas rentrer dans une querelle des clochers, mais l'IGF a certes dit que le dépassement n'est pas le dépassement budgétaire n'est pas une mégestion. Et la présidence n'est pas la seule institution qui est en dépassement budgétaire. Peut-être que le vrai problème, c'est quelle est l'allocation qui devrait être attribuée effectivement aux institutions de la République. Et c'est vrai, il s'est posé un problème des trains de vie, les députés Kabound l'a dit. Mais toute chose restant égale par ailleurs, un budget de 10 milliards pour la République démocratique du Congo, c'est largement insuffisant. Il y a des pays voisins comme l'Angola ou que sais-je, qui sont à 5, 6, 7 fois plus que ça. Alors, vous comprenez que toute chose restant égale par ailleurs, la présidence de la RDC méritait peut-être plus que ce qui lui est alloué actuellement. Non, déjà les institutions, il faut féliciter, il faut dire les choses clairement aussi, il faut féliciter l'honorable Jean-Marc Kabound pour cette volonté quand même de pouvoir dire qu'il faut réduire les traits de vie des institutions. Déjà lui-même en disant cela, John, il vous contredit et il donne déjà la réponse à la population, c'est-à-dire que lui-même, il est le président du parti au pouvoir. Si lui-même constate déjà que le budget est énorme, il veut qu'on puisse réduire. C'est-à-dire qu'on les donne déjà plus. Et même ce qu'on les donne, ils n'arrivent pas à bien les gérer. Ils cherchent encore plus que ça. Avec autant de nombres qu'on a comme conseil à la présidence de la République, avec autant d'institutions qu'on commence à multiplier, à créer, à faire un gouvernement parallèle des autres, ça ne donne pas une bonne gestion. Ce n'est pas une gestion orthodoxe. Et donc même dans l'affectation des budgets, vous venez de le dire, qu'on puisse attribuer 3,9% à l'armée, que le ministère des Finances et des Budgets, je crois, prenne à peu près 16%, que le fonctionnement ou le secrétariat général prenne 30 combien pour cent, vous trouvez une inadéquation dans la répartition du revenu national. Et donc l'assiette nationale, s'il faut dire ainsi, est mal répartie. Donc il y a un groupe de privilégiés, il y a un groupe qui doit avoir plus de pourcentage, et ceux qui sont au front. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons qui a échec de l'état de siège où que les militaires ne sont pas tellement bien motivés. Quand vous réservez 3,9% de budget à l'armée, et vous voulez que les gens qui se sacrifient, Bazo Pesa Makila Ponamboka, vous les donnez 3,9%. Mais ceux qui sont au bureau, les traits de vie des institutions, vous les donnez plus de 40%. Vous voyez quand même qu'il y a une inadéquation par rapport à ces budgets. Et donc, il serait bon qu'on puisse les réadapter, qu'on puisse voir la réaffectation, la réallocation des pourcentages de budget qu'on donne à chaque institution, surtout aux secteurs vitaux ou aux secteurs qui s'occupent de l'existence. Voilà, ceux qui sont les secteurs existentiels de notre nation, vous les donnez 3,9% alors que vous prenez ce qu'il faut prendre. Et quand vous dépassez ces budgets à plus de 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucun modèle que vous êtes en train de donner. Et quand vous faites le dépassement, vous venez de dire que toutes choses restant égales par ailleurs, les prévisions doivent être égales aux dépenses. Quand vous dépensez plus, où est-ce que vous aviez eu ça? Il faut arriver à s'expliquer, c'est-à-dire que vous avez défavorisé certaines rubriques, certaines dépenses, certaines prévisions à vous, et vous avez suivi même dans les explications, on parle des dépenses d'urgence. C'est-à-dire que ce sont des dépenses qui ne sont pas prévues, donc ça n'inspire pas confiance. Au moins, la CENI va avoir 100 millions de dollars, il y aura les recensements et il y aura les élections en 2023. Une chose de faite. Oui. Une bonne chose de faite. Une très bonne chose de faite, il faut saluer cela. Mais il vous souviendra que vous m'aviez reçu ici, je crois que c'était la dernière fois que vous m'avez reçu ici chez vous, j'avais dit que si on ne met pas en place la CENI le plus tôt que possible, les élections n'auront pas lieu en 2023. Et donc, c'est un combat que nous menons pour que les élections puissent être régulières comme acteurs de la société civile, que les cycles puissent être respectés, mais que ça puisse être constitutionnel dans les délais. Et le processus était bien lancé. L'engouement était bon. Tout ce que nous voulions était bon. Mais les choses se sont biaisées en dernière minute parce qu'on a fait les choses dans le forcing, dans la précipitation. Je précise bien, la relance où le processus a été bien fait au début. Au milieu, ça marchait un peu bien, mais à la fin, on a biaisé
tout ce qu'on a biaisé. Et ça a été biaisé à quel niveau? Je peux vous énumérer, quand je parle des élections, je suis très à l'aise, plus de 10 éléments, et vous-même vous allez vous rendre compte que les choses n'ont pas bien marché. J'espère que vous n'allez pas refaire le monde. Aujourd'hui, on sait que l'Église catholique et l'Église protestante se sont mises en marge de la plateforme des confessions religieuses. On ne pouvait pas les attendre éternellement. Oui, on ne va pas les attendre éternellement. Ça, c'est un chapitre qu'on peut développer pendant plusieurs heures parce que Malonda, à l'époque, avait été désigné par 6 confessions religieuses. Denis Kadima, l'actuel président de la CENI, a été désigné par 6 confessions religieuses. Donc, en termes de comparaison, en termes de fondamental, il n'y a aucune différence. Et surtout que le président de la République, lui-même de sa propre main, pas même à travers son directeur de cabinet, avait écrit, le premier citoyen de notre pays, le fait que le procès verbal n'a pas été entériné par le président de la plateforme, l'interreligieux de la plateforme et son vice-président, et donc il ne peut pas endosser, il ne peut pas prendre une ordonnance d'investiture de Ronsard Malonda. Ça a été la même chose. Et ce qui a fait que la personne de Félix Tshisekedi, parce qu'il faut aussi dissocier l'institution président de la République et la personne Félix Antoine, est venue s'expliquer pour une fois, John, avec tout ce qu'il a comme prérogative constitutionnelle, avec tout ce qu'il a comme pouvoir discrétionnaire de prendre une ordonnance. Vous avez déjà vu un président de la République qui s'explique qu'il va prendre une ordonnance. Il est venu à la télé pendant 6 minutes expliquer qu'il va prendre une ordonnance qui va nommer Denis Kadima. Est-ce qu'il en avait besoin? C'est-à-dire que quelque part lui-même aussi, en tant que citoyen, en tant qu'humain, il disait... Non, il avait un problème de conscience. Oui, Makambo n'a pas ça là. Nasali Ango Kakame, il y a quelques gens qui ont s'expliquer d'abord la population. Il a voulu expliquer quand même, parce qu'il était conscient, il a mené des consultations, vous savez. Il a mené des consultations avant de prendre cette décision. Effectivement, dans cette même sagesse, John, qu'est-ce qui a empêché au président de la République d'épuiser toujours dans sa sagesse pour consulter, pour contacter les 8 confessions religieuses ensemble pour les dire, je vois qu'il y a un problème, comme c'est une question qui concerne la nation, trouvez-vous et trouvez un compromis. Non, lui n'était pas le modérateur des confessions religieuses. Non. Il les a reçues en privé, chacune à son tour. Non, de la même manière, il avait mené les consultations. Il pouvait faire la même chose pour arriver à une sagesse, c'est ça. Et malheureusement, il va prendre une ordonnance avec beaucoup d'éléments qu'on peut relever dans l'ordonnance. Premier élément, c'est une ordonnance qui fait l'exclusion d'une catégorie ou d'un groupe de Congolais par rapport aux autres. C'est-à-dire le président de la République, en prenant l'ordonnance, je ne sais pas vraiment ce qui entoure le président de la République. On fait prendre au président de la République une ordonnance où il montre clairement la face du monde que je suis pour tel camp et je suis contre tel camp. Comment ça? Oui, je vais vous le démontrer. Alors qu'il est le président de la majorité de l'opposition et de la société civile. L'acte créateur, l'acte fédérateur, l'acte fondateur ou le fondement de la CENI se trouve basé sur 3 éléments. Sur un trépied de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Les 3 composants doivent se retrouver au sein de la centrale électorale pour inspirer confiance à tout compétiteur. Malheureusement, dans l'ordonnance du chef de l'État, il prend une ordonnance qui exclut l'opposition. Non, l'ordonnance n'a pas exclu l'opposition. On constatait que l'opposition s'était auto-exclue, comme on dit, mais en attendant que l'opposition se décide à revenir, comme ça s'était déjà aussi fait, parce que je me rappelle que Kalamba de la CENI sortante était quand même de l'UDPS, même si l'UDPS n'avait pas voulu, mais après il a rejoint la CENI. Ce n'était pas la même chose. Et on ne pouvait pas, le pays n'allait pas s'arrêter à cause du FCC. Non, le président de la République, il a toutes les manettes de la gestion du pouvoir. Qu'il débauche quelqu'un du FCC pour qu'on dise qu'il a débauché. Non, je ne dis pas qu'il débauche. Il a tous les leviers. Il a toute la sagesse. C'est lui qui travaille pour le bon fonctionnement. Quoi qu'il en soit, John... Mais il aurait fait quoi, votre place? Parce que le FCC avait clairement dit qu'il n'allait déléguer personne. Quoi qu'il en soit, on a fait montrer à la face du monde que le président de la République est pour un camp contre un autre camp, tout en prenant l'ordonnance qui exclut un camp dans cette ordonnance, sachant que c'est ça un des pierres angulaires de l'existence de la CENI. La majorité, l'opposition et la société civile. Le président sait très très bien cela, et donc en prenant une ordonnance qui exclut cette catégorie, il a montré à la face du monde qu'il est pour un camp contre un autre camp, alors qu'il est le président de tous les Congolais. Et notre élément, dans le monde entier, on n'a jamais vu une centrale électorale qui a un nombre pair.
c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pourquoi? Parce que quand on va prendre les décisions au niveau de la plénière et qu'il arrive par hasard que 6 personnes sont pour, 6 personnes sont contre, on fait comment? Donc, c'est déjà un dysfonctionnement. Ça va permettre maintenant plus tard à rendre le président de la CENI dictateur pour dire qu'il va prendre une position pour trancher. L'objectif, regardez depuis que les CENI, tous les formats de la centrale électorale existent, on a toujours un nombre impair. Ça permet à ce qu'il puisse y avoir équilibre dans la prise de décision au niveau de la plénière. Donc c'est un élément quand même sur lequel on ne peut même pas discuter. Même un élève de l'école primaire, même un enfant, même celui qui ne connaît pas de matière électorale ou celui qui ne participe pas dans la prise de décision, vous avez 12. Si on doit départager les gens, qu'on arrive à 6, on fait quoi? Mais il y a blocage. Ça sera réglé d'ici que le FCC enverra son candidat. Et espérons. Je vais terminer, je vais chuter par là parce que c'est notre combat, qu'on puisse avoir effectivement une centrale électorale qui va être crédible pour tout le monde et qu'on a aux élections. L'autre élément, les fonctions et les compétences sont d'attribution. Dans cette CENI actuellement, il y a des fonctions qui ne sont pas là. Les rapporteurs adjoints n'est pas nommé, les questeurs n'est pas nommé. Et il y a d'autres membres de la plénière qui ne sont pas nommés. Les fonctions des questeurs, qui va les assumer? Ce n'est pas dit que c'est le questeur adjoint qui va les assumer ou qui va faire l'intérim. Pour faire l'intérim de quelqu'un, il faut effectivement que la fonction ait déjà déjà été comblée, que la fonction ait déjà été là pour qu'on dise non, il y a vacances, tel peut assumer l'intérim. Mais le fait qu'il n'y a pas questeur, et la loi organique précise clairement que ce qui engage les finances vis-à-vis de l'État congolais, c'est le président de la CENI et les questeurs, pas les questeurs adjoints. Ce sont des postes tellement alléchants, questeur, c'est-à-dire celui qui gère l'argent, que on aura bientôt quelqu'un du FCC qui va prendre ces postes indépendamment peut-être de l'autorisation de sa hiérarchie. Non, du coup, ça réglera le problème. Je parle du présent. Qui va engager les finances au niveau de l'État entre le président de la CENI et le questeur n'est pas là? Ça veut dire concrètement qu'on prépare déjà les lits de contestation de tout ce que la CENI va prendre comme décision, comme acte. Et donc, quelqu'un qui prendra le courage d'attaquer tous les actes que la CENI actuelle va poser aux instances judiciaires et juridiques de notre pays, il gagnera ce procès-là. Avant qu'on arrive aux élections, je crois qu'on aura un questeur. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de poser comme acte pour le moment, ce sont des actes qui sont dans l'illégalité. Et puisque la loi organique est claire, les finances de la CENI sont engagées par le président de la CENI et les questeurs. On ne dit pas le président et les questeurs adjoints. On ne dit pas le président et celui qui assume l'intérim. Et donc voilà déjà des éléments qu'on est en train de mettre à disposition de l'opinion pour attaquer tous ces faits-là. Deuxième chose, le processus électoral était maillot. S'il y a une chaîne qui n'est pas dedans, s'il y a un maillot qui n'est pas dans la chaîne plutôt, la chaîne va se briser. Et donc les fonctions du rapporteur adjoint qui doit assumer, dira ce processus électoral, si ces fonctions, ces tâches, ces activités ne sont pas réalisées, et donc on aura un processus qui est biaisé. Ça c'est clair. L'autre élément qu'il faut également souligner par rapport à la centrale électorale pour le moment, c'est le fait qu'il y a déjà eu ce précédent. Et donc je me pose la question, si on arrive en 2023, on organise les élections, le président de la République, certainement, il va postuler, je suppose, je ne sais pas, il ne s'est pas encore prononcé. Il est candidat, il a déjà dit. Oui, et qu'il aura, merci pour ce rappel et pour cette confirmation, et que probablement il pourra être élu. Pour moi, ça ne me gêne pas qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Mais si les élections, il gagne bonnement vraiment les élections en toute honnêteté, en toute franchise, et que ces élections sont proclamées par l'équipe actuelle de la CENI, est-ce qu'on a la chance que les résultats seront acceptés par l'opinion? J'allais vous dire, Dieudonné Mouchagaloucha, soyez tranquille, avant l'organisation des élections, ces postes vont être garnis. Mais est-ce pour autant qu'il faut organiser un dialogue politique qui va encore repousser les élections et donc violer la Constitution? Non.
nous sommes en train de parler du prochain, du présent. Et si on arrive, je n'aimerais pas quand même que la fois prochaine, quand vous allez me recevoir, une année après, on trouve qu'on n'a pas encore désigné les gens. J'espère que l'histoire, finalement, va vous donner raison qu'on les désigne le mois venu. Mais ce qui est important, les dialogues, il faut recréer un élan national, il faut recréer une cohésion nationale. Parce que pour le moment, il y a risque la cohésion nationale d'être brisée. Et donc, il va falloir effectivement qu'on puisse trouver un mécanisme, est-ce qu'on va appeler ça dialogue, est-ce qu'on va appeler ça concertation, est-ce qu'on va appeler ça consultation, est-ce qu'on va appeler ça table ronde, est-ce qu'on va appeler ça conférence, je ne sais pas. Mais il faut recréer une cohésion, il faut donner la confiance entre les différentes forces politiques, les différentes forces sociales, les gouverneurs et la population pour que finalement on puisse aller aux élections avec une cohésion nationale, avec une confiance mutuelle, avec un engagement citoyen. Mais je voudrais quand même essayer de comprendre avec vous. D'abord, je tiens à ce que nous puissions noter que les dialogues politiques, historiquement, en Afrique ou en République démocratique du Congo, fragilisent toujours les régimes en place. Deuxièmement, aujourd'hui, quelle est cette frange politique? Parce que vous, de la société civile, n'étant pas représentatif des opinions politiques, donc des électeurs, vous êtes certainement en train de donner la parole à des acteurs politiques. Vous parlez de quels acteurs politiques aujourd'hui qui est représentatif de la population? Parce qu'il ne nous reste que la MOUCA et FCC en attendant qu'ensemble puissent clarifier sa position. Oui, effectivement, je ne peux pas parler pour le compte des partis politiques, mais je fais le constat que l'ordonnance du chef de l'État a exclu l'opposition. En tant qu'acteur de la société civile, quelqu'un qui milite pour l'équilibre dans la gouvernance, pour l'équilibre dans la démocratie, l'opposition... La société civile, c'est lui le moteur de la démocratie. Si on n'a pas l'opposition, si on n'a pas la société civile, on entre directement dans la dictature. Et je ne pense pas quand même qu'après, autant d'années, après ce qu'on a vécu avec Mobutu, nous étions encore trop jeunes. Il y a quelqu'un qui peut souhaiter qu'on entre dans la dictature. La société civile n'a pas de candidat président. À ces siècles. Ou des candidats députés. Effectivement, raison pour laquelle les gouvernants doivent nous écouter parce que nous n'avons pas des ambitions politiques et nous ne visons pas la politique et nous ne visons pas leur siège. Ça, ils doivent le savoir d'abord. Que ce soit le président de la République, que ce soit les députés, que ce soit des ministres, que ce soit des gouverneurs, nous ne visons pas leur siège. Mais nous sommes en train de les alerter pour leur dire, voici des choses qui ne marchent pas, faites ceci pour que les choses marchent parce que vous avez pris un mandat pour et au compte de la population, vous avez l'obligation de faire mieux pour ceux qui vous ont mandaté. Vous avez l'obligation de hisser notre pays dans le concert des nations sur des valeurs, sur des principes et des normes, des standards internationaux en termes de respect des droits humains, en termes de la consolidation de la démocratie, en termes des élections et en termes d'autres valeurs citoyennes qu'il faut imprimer et qu'il faut faire exposer au niveau de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais avec vraiment la gouvernance de la manière dont elle est en train d'être faite, il y a lieu de dire que les choses, si on continue comme ça, les choses ne vont pas marcher. Et il faut craindre effectivement qu'on ne puisse pas multiplier des marches et des marches et des marches. Et à ce moment, ça risque d'étouffer le fonctionnement de toute la nation. Et nous-mêmes, même ayant marché, nous ne pensons pas qu'il faut répéter des marches de temps en temps pour étouffer. Il faut que les gouvernants améliorent ce que nous réclamons d'améliorer. Et à ce moment, on va œuvrer, on va continuer ensemble. Dieudonné Moucha Galoucha, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, John. Madame, Monsieur, je recevais pour vous Dieudonné Moucha Galoucha, qui est coordonnateur du panel des experts de la société civile. J'espère que vous êtes satisfait. En tout cas, prenez rendez-vous à la prochaine édition avec votre magazine. Au revoir et merci.